L'objectif de cette étude, c'est une étude de risque qui va établir donc cette cartographie des risques qui permettra de mettre en relief les forces, les faiblesses et les opportunités de la Côte d'Ivoire. C'est un indicateur qui est dynamique dans ce sens où nous faisons un suivi permanent. La note qui sort n'est pas gravée dans le marbre. Elle est revue chaque année, mais elle n'est pas gravée dans le marbre dans le sens où il y a un suivi mensuel qui est fait par les économistes et un rapport interne qui est discuté chaque mois. Si vous voyez que la note ne change pas ou la perspective ne change pas ou nous ne faisons pas de communication sur la note, c'est parce qu'elle est restée stable. Et c'est un outil évidemment de pilotage qui va permettre aux investisseurs de prendre des décisions. La méthodologie va évaluer différents critères. Donc, critères macroéconomiques, nous allons regarder la performance macroéconomique, le climat des affaires avec un certain nombre d'éléments, les finances publiques, donc la gestion des finances publiques, le système financier, la solidité du système financier dans lequel, évidemment, cette économie performe, et les risques sociopolitiques qui, dans la majorité des cas, représentent peut-être le risque le plus important pour les investisseurs de l'extérieur. Une stabilité sociopolitique, évidemment, va permettre déjà de s'intéresser à ce pays-là et ensuite regarder les autres critères. C'est un processus qui est très, très rigoureux, processus d'analyse dans lequel nous rentrons pour sortir cette note. La première phase, c'est la collecte d'informations. Donc, évidemment, une collecte d'informations sur les différents paramètres que j'ai cités tout à l'heure. Une préanalyse est faite de ces informations. Ensuite, nous faisons une confrontation avec les différents acteurs et une analyse plus approfondie. Et ensuite, nous faisons des ajustements en interne à travers notre méthodologie. Nous évaluons ensuite les risques et nous faisons la restitution aujourd'hui. Donc, c'est cette restitution que nous sommes en train de faire. Nous évaluons le risque sur une échelle de 10, où de 0 à 2, vous êtes dans une catégorie de risque systémique, évidemment catégorie dans laquelle nous ne conseillons pas les investisseurs d'investir. De 2 à 4, nous sommes dans les risques élevés, mais avec des mesures prises, les investissements sont possibles. Et de 4 à 6, il n'y a pas de frein particulier à l'investissement dans cette catégorie-là, même s'il y a encore quelques poches de risques. Et de 6 à 8, nous sommes dans les risques faibles. Évidemment, nous recommandons l'investissement dans ce type de pays. Et de 8 à 10, nous sommes dans une logique de risques quasi inexistants. Pour l'instant, aucun pays est dans cette catégorie-là. Les meilleurs pays sont dans la catégorie de 6 à 8. Alors, en termes de résultats, premier résultat, sa performance économique. Vous verrez que ces 4 dernières années, nous avons pris que 4 dernières années, mais en réalité, les 10 dernières années, l'économie de la Côte d'Ivoire a été très performante. Du point de vue de ce taux, vous voyez bien qu'il y a eu arrivé en 2000, où vous voyez le creux, c'est le choc de la pandémie. 2% dans une situation de crise comme celle-là montre la capacité de résilience de l'économie. C'était une période où la majorité des économies étaient en récession. Cependant, les pays de l'UEMOA, vous voyez bien, ont montré une certaine résilience et la Côte d'Ivoire faisait partie de ces économies qui ont montré plus de résilience. Une remontée spectaculaire juste après la pandémie en 2021 avec 7,4, un léger ralentissement à 6,7 et nous voyons une remontée cette année anticipée à 7,2. Toujours sous le front de la performance macroéconomique, le dynamisme de l'économie ivoirienne en 2002 a été impulsé par les 3 secteurs. Et le secteur primaire a enregistré une embellie de 2,4%, secteur secondaire de 6,4% et un léger ralentissement du secteur tertiaire qui demeure cependant le secteur le plus important dans l'économie ivoirienne. L'idée, dans cette logique, pendant nos discussions, dans la stratégie de la Côte d'Ivoire, celle de transformer son économie, l'idée, ce serait de remonter le secteur secondaire
parce que la majorité des pays développés sont autour de 50-60% en secteur secondaire. Donc là, 22%, ça stagne encore. Mais je crois que la stratégie qui est mise en place montrera au fil des années que nous verrons certainement une embellie du secteur secondaire. Et donc, les secteurs qui ont tiré le secteur primaire vers le haut, c'est le cacao, la noix de cajou et le café à plus 54%. Secteur secondaire, l'énergie à plus 20%, le BTP à plus 18%, l'extraction minière à 10% et le produit pétrolier à 10%. Pour le tertiaire, nous avons transport à 7%, télécom, commerce et autres services. Alors, toujours dans la performance macroéconomique, le taux de chômage. Évidemment, ça peut certainement faire bondir certains quand ils voient 3%. Ils se disent 3%, c'est peut-être qu'on est dans un pays à plein emploi. En réalité, comme je vous disais tout à l'heure, l'analyse se fait de façon contextuelle. Dans un contexte d'un pays en développement, 3% de taux de chômage n'est pas pertinent. Parce qu'en réalité, si vous savez comment on calcule le taux de chômage, qui est, selon le Bureau international du travail, le taux de chômage est le taux de personnes non occupées. Ça veut dire qu'en réalité, même quand vous avez une occupation qui n'est pas rémunérée, vous n'êtes pas un chômeur. Donc 3% ne représente pas un indicateur performant dans ce type d'économie. Il faut regarder plutôt, si vous voulez, le type d'emploi qu'on a. Donc la précarité d'emploi, par contre, a un taux beaucoup plus élevé. On va dans les 70%. Donc la politique, évidemment, d'emploi devrait être plus canalisée sur, si vous voulez, l'amélioration du type d'emploi que nous avons plutôt que regarder le taux de chômage qui est à 3%. Par contre, il y a eu un recul très important de la pauvreté ces dernières années. Vous partez déjà, en 2011, le taux de pauvreté était à 51%. Il est passé à 44% en 2015, à 39% en 2018 et en 2021 à 37%. Donc il y a eu un bond spectaculaire quand même dans le recul de la pauvreté. Même s'il n'y a pas de lien de cause à effet avec la classe moyenne, il y a eu quand même une évolution assez importante de la classe moyenne dans ce pays-là. En termes de croissance, de perspectives de croissance économique, nous anticipons une croissance de 7,2 en 2023 et le plan de développement, le plan national de développement est en cours, donc est à mi-chemin. Nous avons vu que le secteur privé contribuera pour 74% de ce plan de développement, ce qui, pour nous, est une très bonne chose, d'impliquer plus le secteur privé dans cette logique de développement que le secteur public. Le secteur public ne contribuera finalement qu'à 24%. Donc évidemment, tous les travaux d'infrastructure que vous pouvez constater vous-même sont justement la part du secteur privé qui est en train d'être fait, du secteur public, pardon, et le secteur privé aussi contribue. On pourra vous donner plus de détails quand on aura les informations à la fin, justement, de cette période-là. Pour l'instant, les informations que nous avons nous montrent que ce programme est en train d'être déroulé comme prévu. Mais la capacité de la Côte d'Ivoire à pouvoir, justement, assurer ce taux de croissance de 7,2 qui est anticipé pour cette année va dépendre de sa capacité à contenir une éventuelle resurgence de la Covid. Nous pouvons anticiper que cette capacité existe puisqu'elle a déjà géré justement cette conjoncture, cette crise-là, et sa capacité à juguler les effets de la conjoncture internationale née de cette crise ukraino-russe. En réalité, l'impact sur l'Afrique ou la Côte d'Ivoire en particulier n'est pas un impact direct, c'est un impact différé. La Côte d'Ivoire étant dépendante dans ses importations de l'Europe, l'Europe étant affectée par ces crises, par ricochet, la Côte d'Ivoire est affectée. Elle arrive, tant bien que mal, à contenir cette conjoncture à court terme,
Et sa capacité de la contenir à moyen terme va justement assurer ce taux de croissance très important. Sa capacité à maîtriser ou à contrôler les changements climatiques qui commencent à avoir un effet assez important sur la performance économique. Sa capacité à continuer de contrôler la sécurité intérieure et extérieure. Vous verrez tout à l'heure que la Côte d'Ivoire a une capacité assez intéressante de contrôler cette sécurité intérieure parce que les indicateurs montrent bien qu'elle a évolué de façon significative dans ce secteur-là. Et enfin, les élections municipales de cette année sont un texte grandeur nature parce que l'histoire de ce pays a montré bien que la vraie capacité à évaluer la stabilité sociopolitique, finalement, réside en la capacité d'avoir des élections apaisées. Donc, les élections municipales de cette année seront un test de stabilité sociopolitique et un test pour anticiper sur les élections de 2025. En termes du climat des affaires, la Côte d'Ivoire est très bien classée par l'indice de la Banque centrale qui, à 100, vous êtes un environnement qui est attractif. Et sur les 4 trimestres de 2022, la Côte d'Ivoire était au-dessus de 100. Comme vous le voyez, 104, 103, 102, 101. Donc, avec cet indice, on voit bien que la Côte d'Ivoire reste un pays attractif du point de vue régional, dans une comparaison, évidemment, avec ses peers régionaux. Sur l'indice Bloomfield Private Index, qui est un indice qui a été conçu par Bloomfield pour évaluer la performance du secteur privé ivoirien. Donc là, nous sommes dans une logique locale. Tout à l'heure, c'était une logique régionale, maintenant, c'est une logique locale. Et cet indice a 2 sous-indices. Un sous-indice, évaluation de la performance intrinsèque du secteur privé, et un sous-indice, climat des affaires. Et vous voyez, c'est une évaluation qui est faite le mois. Et en moyenne, là, en 2022, nous avons eu donc 50,50 en termes d'environnement intrinsèque et 42 en termes d'environnement d'affaires. Donc, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cet outil, c'est une observation de la perception justement de l'environnement des affaires et de la réalité de la performance intrinsèque de l'entreprise. Donc ça vous donne une idée très claire de comment l'investisseur, l'entrepreneur ressent l'environnement des affaires dans son quotidien et ça vous montre aussi quelle est sa performance au mois le mois. C'est un indicateur qui est très puissant et qui est très fort et qui permet justement au chef d'entreprise de prendre des décisions. Alors, toujours dans le climat des affaires, un élément qui est évidemment constitue la faiblesse, qui constitue une faiblesse, c'est la corruption. Donc, les informations que nous obtenons ici sont des informations obtenues de l'entité en charge justement de la bonne gouvernance, où le dernier chiffre date de 2019, où nous avons 1400 milliards en termes de ressources de l'État absorbées par la corruption. Et ça représente 4% du PIB. C'est quand même énorme. 4% du PIB et 64% du service de la dette. Donc ça vous donne un peu l'impact de ce phénomène-là. Et la conséquence, évidemment, c'est l'entrave au développement du secteur privé. C'est le découragement de la libre concurrence, c'est l'obstacle aux échanges commerciaux et à l'investissement. Et c'est surtout le manque à gagner de l'État. Et donc, il y a une entité qui a été mise en place pour justement lutter contre la corruption. Mais dans tous les pays où une entité pareille a été créée, sa capacité à atteindre ses objectifs va dépendre de l'autorité qu'on lui confère. Et cette autorité va dépendre du mode de désignation de la personne en charge de ce département et du mode de destitution de cette personne-là. Et c'est ça qui va constituer son indépendance et sa capacité à vraiment juguler la corruption. Et cette entité, évidemment, a fait quelques progrès, mais je pense que le meilleur reste à prouver
dans sa capacité à être indépendante, parce que quand vous regardez le mode de fonctionnement, vous vous rendez compte aussi qu'elle est peut-être aussi dans un conflit d'intérêts, dans la mesure où les assujettis sont aussi ceux-là qui vont valider ces rapports. Donc forcément, ça la met dans une situation qui est plutôt une situation de faiblesse, et ça, c'est quelque chose qui doit certainement être vu de sorte à créer une certaine indépendance de ces structures-là. Dans plusieurs pays, on rend de façon très complexe le processus de nomination, surtout le processus de destitution, ce qui donne une vraie force à cette entité-là. Alors, toujours ce climat des affaires, des programmes mis en place par le gouvernement ivoirien pour justement répondre à une vraie problématique de cette économie-là. Et cette problématique, c'est la faiblesse des entreprises locales. Donc la faiblesse des entreprises ivoiriennes. Donc ce projet Pépite compte, si vous voulez, créer 1500 champions en 10 ans, avec 150 champions chaque année. Et pourquoi je dis que c'est une faiblesse de l'économie? C'est que vous avez le tissu économique de la Côte d'Ivoire qui est constitué de 92% de PME. 98% pardon, de PME. Et ces 98% ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée. Donc vous avez 2% d'entreprises multinationales et d'entreprises étrangères qui contribuent à 80% de la richesse créée. Donc évidemment, ce que ça veut dire, c'est une économie qui performe très bien, qui a une capacité de résilience qui est extraordinaire, mais sur du court moyen terme. Sur du long terme, sur une crise à très long terme, évidemment, c'est là qu'on constate la délocalisation des entreprises étrangères et des multinationales, et que l'économie, finalement, reste avec les entreprises locales. Si elles n'ont pas la capacité, justement, de produire une richesse qui est suffisante pour consolider cette résilience, évidemment, c'est là où les économies commencent à enregistrer de vraies difficultés. Donc ce programme, si évidemment il arrive à ses objectifs, va permettre justement de résoudre cette vraie problématique qu'ont beaucoup de pays africains, d'avoir un tissu d'entreprises locales suffisamment solide pour pouvoir justement absorber à long terme de vrais chocs. Sur le plan des finances publiques, nous constatons un déficit budgétaire qui aujourd'hui est anticipé à 5,2 en 2023, qui part de moins 6,8, mais en sachant qu'avant la crise de Covid, la Côte d'Ivoire a toujours été en dessous de 3%, qui est la norme communautaire. Donc évidemment, je crois que quasiment tous les pays du monde aujourd'hui sont en déficit budgétaire. Et je crois que c'est un déficit budgétaire qui est finalement toléré à cause justement des réponses drastiques que les pays ont dû prendre vis-à-vis de la crise de Covid, qui a été une crise quand même assez importante. Mais vous voyez une embellie. Vous voyez une embellie de 2022 à une anticipation de 2023. L'objectif, dans nos discussions avec les acteurs du public, c'est qu'à 2027, la Côte d'Ivoire redescende à moins de 3%, donc revienne à sa performance d'antan. Sur la dette, je crois que c'est peut-être un élément que beaucoup de gens attendent. La dette, peut-être qu'on va on va rentrer dans beaucoup de détails sur la dette. À fin septembre 2022, le stock de la dette de la Côte d'Ivoire représente 52% du PIB. Le benchmark, c'est 70%. Donc 52%, ce n'est pas du surendettement. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée. Je pense que c'est vraiment important de le dire pour ceux qui se posent des questions. Elle est modérément endettée, mais pas surendettée. On est surendetté quand on est au-delà de ces 70%, justement, ce qui est le cas de beaucoup d'autres pays, mais pas dans ce pays-là. 52%. C'est vrai que ce ratio n'est pas forcément le ratio le plus pertinent
quand on parle de la dette. On vous parlera de ça tout à l'heure. Mais en termes de répartition de cette dette, vous avez 63% en euros en termes de dette extérieure. Hein. C'est ce que la Côte d'Ivoire est endettée en devises locales et en devises étrangères. Donc, dans les devises étrangères, vous avez 63% en euros, 18% en dollars, 3% en yuan et 3,5% pour les autres. Ce que ça veut dire, c'est que sur le risque d'exposition, on est plus dans les 63% en euros à cause de la parité fixe, même si ce sont des devises étrangères, l'exposition est réduite. L'exposition est peut-être plus importante sur la partie volatile. Et récemment, les 3,5 milliards de dollars d'emprunt avec le FMI, quand vous regardez le chiffre, vous dites normalement ça devrait augmenter le stock de la dette ou alors le ratio du stock de la dette sur PIB qui aujourd'hui va représenter en 2023 51,6%. Parce que justement, cette dette a été absorbée par l'augmentation du PIB nominal de 9%. Donc évidemment, l'un dans l'autre, on revient à on est toujours à cette dette modérée de 51% sur le benchmark de 70%. Donc cette dette, évidemment, plus le PIB augmente, évidemment, puis elle est absorbée par cette augmentation de 9%. Par contre, là où on pourrait avoir peut-être une inquiétude, c'est le service de la dette. Donc, évidemment, le plus important, c'est le service de la dette et justement qui est le créancier. Donc, il est beaucoup plus intéressant d'être endetté dans sa propre monnaie que d'être endetté dans une devise étrangère. Surtout un pays africain, à cause du niveau de réserve des devises, ça peut poser un problème à un moment donné. Nous sommes à 61% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire rentrent dans le remboursement de la dette, contre 48% en 2021. Ça pourrait paraître inquiétant, sauf que la Côte d'Ivoire a cette capacité extraordinaire de passer de 78% du service de la dette à 48% en un an. Donc l'année d'avant, en 2020, Côte d'Ivoire était à 78% du service de la dette, et en 2021, elle est descendue à 48%. Donc on va présumer qu'il y a une bonne gestion de cette dette, et les 61%, même si ça paraît nettement au-dessus de 20% de benchmark, est certainement bien jugulé. Alors, le stock de la dette en devises volatiles représente 25%. Et donc, c'est là où il y a vraiment un risque sur l'exposition, parce que c'est une exposition en risque sur une devise qui est volatile par rapport au CFA. La pression fiscale. La pression fiscale, évidemment, quand vous regardez, ramenée au PIB, elle est à 13%. Donc, ça paraît faible. Mais en réalité, c'est plutôt l'impact reçu qui est très élevé. Parce que vous avez 70% de l'économie qui est informelle. Donc, vous avez 8% qui, en réalité, subissent cette pression. Donc, forcément, le ressenti est beaucoup plus important. Et donc, ce que ça pourrait créer comme risque, c'est que, évidemment, ça pourrait encourager les gens à rester toujours dans l'informel et surtout encourager aussi la fraude, parce que les taux élevés de pression fiscale finissent finalement par inciter les gens à trouver des mécanismes pour les détourner. Donc, on a vu dans beaucoup de pays que un taux faible de fiscalité peut rapporter beaucoup plus qu'un taux fort, en ayant une base fiscale beaucoup plus large et créer de façon permanente de nouvelles niches fiscales qui permettraient de renforcer justement cette capacité-là. Le système financier assez solide, avec une hausse de 14% du total bilan, économie plutôt bien financée avec une progression de 8%, un taux de solvabilité totale qui est nettement au-dessus de la norme réglementaire de 9,5% parce qu'il ressort à 12,7%. Et le taux d'intérêt débiteur moyen a baissé de 6,39 à 5,58.
Le système, l'inflation, évidemment, a progressé au-delà des 3% de la norme et toujours, avant la crise, la Côte d'Ivoire était en dessous de cette norme-là de 3%. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des pays du monde, de toute façon, sont en inflation. Donc en réalité, il faut relativiser justement ces chiffres-là par rapport au reste du monde. Et quand vous comparez à la moyenne de l'UEMOA qui est à 7%, 5,2% semble être raisonnable, sauf qu'on anticipe pour 2023 un taux de 7%. Donc on espère que la crise internationale ne va pas durer et que les mesures prises par le gouvernement ivoirien vont permettre de redescendre à nouveau à des taux beaucoup plus raisonnables. Le marché boursier est en progression de 23% en réalité, avec une capitalisation des marchés des actions et des obligations qui ont progressé respectivement de 24,23% et 23,18%, avec une grosse entrée sur la capitalisation, sur le marché boursier de Orange, et un petit réaménagement au niveau de la bourse avec la création de BRVM Prestige et une flexibilité de BRVM 10 qui devient finalement BRVM 30. Et il me semble que dans la BRVM 30, on a une entreprise, une PME qui est rentrée dans cette catégorie-là. Alors, mon avant-dernier slide, parce que je vois que le ministre est en train de me regarder, mon avant-dernier slide, c'est sur la situation sociopolitique. Tout à l'heure, vous aurez un débat constructif et très ouvert sur la situation sociopolitique, comme je vous disais tout à l'heure, qui représente aux yeux des investisseurs le risque le plus important. Et on sent une certaine accalmie et dans cet environnement sociopolitique qui a été possible par un certain nombre d'éléments, notamment les débats entre les différents partis politiques et la rencontre entre le président de la République actuel et les deux anciens présidents de la République qui a permis de vraiment dégéler l'environnement, le rapatriement de certains exilés, le dégel des avoirs de certains politiciens. Toutes ces mesures-là ont permis de donner un environnement qui soit plutôt apaisé, ou du moins qui paraît apaisé. Mais comme je vous disais tout à l'heure, les élections cette année seront, si vous voulez, une évaluation grandeur nature pour confirmer ces stabilités ou pour l'infirmer. Du point de vue de sécurité, une amélioration significative, parce que sur 5, la Côte d'Ivoire a 1,39. Donc cet indice qui a été mis en place, où la Côte d'Ivoire est partie de 3,6 à 1,39. Donc évidemment, 1,39, on est dans une situation où la sécurité intérieure est plutôt maîtrisée. Et elle est maîtrisée à cause de quoi un certain nombre de choses qui ont été mises en place. La création de l'Académie de lutte contre le terrorisme, le renforcement de la surveillance dans les zones fragiles, le renforcement de l'effectif et de l'équipement dans l'armée, le système de vidéosurveillance, surtout dans la capitale. Évidemment, vous avez certainement vous-même remarqué, mais le système de vidéosurveillance a permis d'anticiper sur beaucoup de situations de sécurité dans cette capitale-là. Alors, mon dernier slide, je pense, hein? Non, avant-dernier. L'autre avant-dernier. Alors, les mesures d'atténuation de la cherté de la vie, ça rentre dans la situation sociopolitique parce qu'évidemment, quand on parle des situations sociopolitiques, on ne parle pas seulement de guerre éventuelle, hein. On parle aussi de révolte sociale et nous savons très bien ce qui crée des révoltes sociales, c'est la cherté de la vie, la faim et le manque d'opportunités. Donc des programmes sont mis en place justement pour atténuer cette cherté de la vie-là, notamment la subvention partielle des prix des produits pétroliers. Je ne vais peut-être pas vous citer tout, vous avez ça en face de vous, mais la révalorisation de l'indemnité de logement des fonctionnaires, la hausse du SMIC de 60 000 à 75 000, okay, et d'autres mesures.
D'ailleurs, vous avez tout ça dans le rapport. Le rapport il est suffisamment détaillé. L'objectif de la présentation, c'est de mettre l'accent sur un certain nombre de points, mais le rapport il est suffisamment détaillé pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin et nous restons naturellement à disposition pour discuter de ces points-là. Le système éducatif, il y a un panel sur le système éducatif, évidemment, parce qu'on a estimé que malgré les gros efforts qui sont faits, même quand vous regardez le poste budgétaire de l'éducation en Côte d'Ivoire est un poste extrêmement important, qui a toujours été important d'ailleurs, et que finalement, les résultats sont plutôt faibles. Donc, il y a des mesures qui sont prises, les résultats ne sont pas au rendez-vous, d'où justement l'intérêt d'avoir fait ce panel-là. Et quand vous regardez les résultats scolaires, vous vous rendez compte qu'il y a une vraie faiblesse. Taux de réussite au bac, légère hausse, mais on est passé de 29% à 30%. C'est quand même extrêmement faible. Le BEPC est en baisse de 41% à 28%. Et vous voyez les autres chiffres. Donc, ça représente une vraie faiblesse. Et je crois que des mesures ont été prises. Il est extrêmement important quand même de peut-être commencer à penser à peut-être la méthodologie, parce que de toute évidence, c'est une priorité. Quand vous voyez les mesures qui sont prises, quand vous voyez le budget, mais peut-être qu'il faut regarder ailleurs, c'est peut-être la méthodologie, c'est peut-être l'approche. Alors, vous avez aussi des programmes de renforcement des capacités des jeunes, d'accompagnement des jeunes dans les différents projets, avec des formes extrêmement importantes. Ça montre bien aussi que c'est une priorité. Le système de santé reste toutefois fragile, malgré certaines améliorations. Il reste encore aussi une fragilité. Donc, l'éducation et la santé demeurent des fragilités. Alors, la conclusion, c'est celle-là. La Côte d'Ivoire est restée dans la catégorie du risque faible. Donc, de l'année dernière à cette année, la Côte d'Ivoire est restée dans la catégorie de risque faible où nous encourageons l'investissement. Et donc, cependant, il y a eu des mutations à l'intérieur de cette notation-là. Le climat des affaires s'est amélioré. La performance macroéconomique a eu un léger recul à cause de léger recul de la croissance et du déficit budgétaire. La gestion des finances a eu un léger recul. La solidité du système financier s'est améliorée. Le risque sociopolitique s'est amélioré. Donc, nous restons à une note qui est la même. La précédente, c'était 6,2 et celle-là aussi à 6,2. Donc, pas de changement sur les derniers 12 mois. Ceci dit, nous restons dans la catégorie de risque faible. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très long. Merci infiniment de votre attention et je vous dis souhaite bonne journée.